Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel où vous allez apprendre les bases du logiciel CI Engineering. Et à la fin de ce tutoriel, vous serez capable donc de modéliser votre structure, y ajouter donc des éléments particuliers comme des rotules, des non-linéarités, des câbles. Vous serez capable donc d'y ajouter des charges et de calculer les efforts qui y transitent et ses déformations. Alors, lorsque vous lancez CI Engineering, vous aurez donc cette fenêtre qui va apparaître, qui va soit vous laisser l'opportunité d'aller rechercher un projet que vous avez déjà entamé, soit de créer un nouveau projet. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans ce cadre ici de ce tutoriel, c'est créer un nouveau projet. Alors, j'appuie sur New Project. J'ai une seconde fenêtre qui apparaît ici, qui s'appelle Project Data, et donc qui me permet de donner un nom à mon projet, d'écrire dans quelle partie donc ce modèle s'inscrit dans un plus gros projet, faire une description, qui est l'auteur du modèle, etc. Je peux également donc choisir le référentiel dans lequel je vais travailler, en treillis, sur une grille, dans un portique, etc. Moi, je choisis général. Je peux choisir donc les normes avec lesquelles j'ai travaillé, ici l'Eurocode européen et l'annexe nationale belge. Enfin, le plus important dans ce panneau ici, c'est donc de choisir les matériaux avec lesquels vous allez travailler. Donc c'est dans le cadre de ce projet, de l'acier et du bois. Une fois que, donc, que tout ça est bien réglé, on peut appuyer sur OK et ouvrir un premier projet. Et donc voilà, l'interface apparaît. Alors voici comment se présente l'interface de SIA. D'abord, donc on a la partie centrale, sur laquelle donc on peut voir le référentiel général X, Y et Z ici en bleu. Alors on peut naviguer dans cette partie centrale de deux manières. La première, c'est d'utiliser donc ici le cube de navigation qui permet donc de faire tourner le modèle, simplement de faire tourner le modèle. Ou alors vous pouvez le faire directement avec votre souris. Donc je conseille toujours d'avoir une souris pour travailler avec SIA, c'est beaucoup plus simple qu'avec le pavé tactile. Si vous maintenez appuyé Shift et que vous faites clic droit, vous pouvez faire translater le modèle. Et si vous maintenez appuyé CTRL et à nouveau clic droit, vous pouvez faire tourner le modèle. Alors, ça c'est pour la navigation dans l'interface. D'abord, on a donc ici une barre de recherche. Donc, soit vous pouvez cliquer ici ou appuyer sur espace pour chercher n'importe quoi dont vous auriez besoin pour votre modèle. On verra après ce dont vous avez besoin pour votre modèle. Vous avez donc ici, comme je l'ai déjà mentionné, le fameux cube de navigation, avec ici une série de boutons qui permettent donc de faire apparaître ou disparaître des informations sur votre modèle. Un panneau ici, donc moi il est rangé sur le côté, je peux le déplacer. J'ai un panneau ici qui comporte donc une série de postes, donc que ce soit structure, charge, dynamique, etc., etc., et qui permet donc d'ajouter des éléments à mon modèle, que ce soit des éléments structuraux, des charges, etc. On en parlera un peu plus tard. Je vais donc ranger mon panneau, ici donc avec la petite surbrillance rose, et je peux cliquer dessus pour le faire disparaître. Ici sur la gauche, j'ai une série d'outils pour travailler également sur mon modèle, que ce soit déplacer des éléments, copier-coller ou des choses comme ça. Avoir accès donc aux couches dans lesquelles je travaille, donc toutes les layers, toutes les sections que j'ai définies, vérifier l'intégrité de mon modèle, on en reparlera aussi plus tard. J'ai ici une roue qui permet donc une série de choses. Il n'y a que 3 boutons ici qui nous intéressent majoritairement, les charges, les résultats et le bouton calcul. Les charges, ça permet donc de définir des cas de charge, des combinaisons, etc. Et une fois qu'on a lancé le calcul de notre modèle, on pourra avoir accès aux résultats dans le bouton Results. Enfin, ici en haut, donc, il y a une série de boutons. Donc, le premier ici, ça permet de naviguer à travers les cas de charge que j'ai définis. Pour l'instant, j'en ai qu'un, qui est le cas de charge de poids propre, qui est probablement vide puisque je n'ai aucune structure. Ici, donc, j'ai le bouton Snapping qui permet donc d'accrocher des éléments sur mon modèle. Le bouton donc, des unités, je travaille toujours en mètres bien sûr. Et enfin, un important aussi, c'est le bouton donc Scales pour mettre à l'échelle soit les données du modèle,
Ben, il n'y a pas de modèle, donc pour l'instant ça ne change rien. Soit les résultats pour que le visuel soit un peu plus lisible. Et enfin, donc ici on a un panneau sur le côté qui va évoluer en fonction des boutons ou des éléments qu'on va sélectionner. Et on y reviendra fréquemment dans ce tutoriel. Alors, pour modéliser une structure, il faut d'abord et avant tout placer donc des éléments structuraux dans notre modèle. Pour ce faire, on va aller donc dans notre panneau d'entrée, Input Panel, et aller donc dans l'onglet Structure ici en haut. Il y a plein de boutons qui s'affichent. Les boutons qui vont nous intéresser majoritairement, donc c'est soit le bouton élément 1D, bouton poutre, bouton colonne. On peut peut-être aussi travailler avec des éléments plaques, mais ça on y reviendra. Je vais commencer par donc placer une colonne. Je clique sur le bouton colonne et j'ai un panneau d'édition qui apparaît, me proposant donc une série de paramètres, à commencer par la section de la colonne. Alors, pour l'instant, il y a deux sections qui sont préenregistrées dans SIA, un IPE 240 et une section rectangulaire de 200 par 300 mm. Ici, on va en créer une nouvelle. Donc, pour créer une nouvelle section, soit on clique ici sur les trois petits points. Donc, on retrouve les deux sections préenregistrées. Soit, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on peut donc cliquer sur le bouton section ici. On va réavoir exactement le même panneau. Soit si vous cherchez que vous ne trouvez pas, vous pouvez faire espace. Vous allez donc pouvoir taper là-dedans et vous tapez simplement cross-section ou alors cross-section et vous allez pouvoir retomber sur le bouton cross-section. Voilà. Alors, on va créer donc une nouvelle section. Donc je vais appuyer sur New et on va me demander de sélectionner le type de section que je veux créer. Ici, on va travailler avec des éléments en bois, donc je vais cliquer sur Timber, mais il y a plein d'autres choses qui sont possibles. Par exemple, si vous travaillez avec des éléments métalliques, des profilés, il y a une série de profilés qui sont déjà enregistrés, que ce soit des IPE, des HEA, des HEB, etc. Pareil, des sections soudées, des sections fines, des sections symétriques paires, peu importe. Ici, on travaille avec du bois et et un élément carré en bois. J'appuie sur Ajouter. Et j'ai un panneau ici d'édition qui apparaît, me proposant donc de modifier les caractéristiques de la section que je veux créer. Je vais créer donc des sections de 45 par 45 mm. Alors il y a une série ici de choses qu'on peut modifier, ça ne nous intéresse pas ici dans le cadre de ce petit tutoriel. Par contre, on va travailler également sur le matériau. Alors ici, par défaut, il sélectionne le C24. J'aurais pu sélectionner n'importe quel autre type de bois, puisque je travaille avec une section bois, on se souvient. On se souvient ici que j'avais sélectionné section bois. Et donc, je peux sélectionner C24. Si jamais le matériau avec lequel vous voulez travailler ne se trouve pas dans cette liste, vous pouvez créer votre propre matériau. Même principe, en cliquant sur les trois petits points ici, un panneau matériaux va apparaître. Et vous allez pouvoir soit modifier directement un matériau déjà préenregistré. Je ne conseille pas. Je propose plutôt d'en créer un nouveau. Voilà, New. Donc il va s'ajouter tout en bas de votre liste, c'est celui-ci. On peut changer son nom, donc on peut dire par exemple Special Timber, un bois particulier. Voilà. On peut lui donner donc un module de Young particulier, une masse volumique, enfin on peut modifier à peu près tous ces paramètres, même ses résistances caractéristiques. Et voilà. Alors, nous ici dans le cadre de ce tuto, je ne vais pas utiliser donc de matériaux particuliers. Donc ici dans le cadre de ce tutoriel, je vais me limiter donc au matériau C24. C24, donc j'ai bien paramétré mon 45 par 45. Je peux appuyer sur OK. Je peux fermer ce panneau aussi. Et donc ma nouvelle section est apparue. Parfait, je peux fermer le panneau section. Je vais pouvoir créer ma première colonne, enfin mes colonnes. J'appuie sur le bouton colonne. Je vérifie que j'ai sélectionné la bonne section, 45 par 45. Je vais lui donner une longueur de 2,5 mètres et l'insérer par le point bas. Alors le point d'insertion, c'est soit le point I, soit le point J sur le dessin ici. Ici, on va utiliser le point bas. Donc j'appuie sur OK. Et il y a deux manières pour insérer une colonne dans mon modèle, ou n'importe quel élément d'ailleurs. Soit en cliquant de manière, on va dire, arbitraire avec sa souris, là où la colonne est
là où la colonne est, donc par exemple à l'origine ici, clic, soit en entrant ces coordonnées dans la barre ici en haut. Et donc pour entrer ces coordonnées, simplement je tape les coordonnées du point d'insertion, par exemple 3, 0, 0. J'appuie sur Enter et il m'a placé ma colonne directement ici. Je peux continuer comme ceci, en mettant soit les coordonnées, soit en insérant. Ici, je vais les insérer à la main. Et donc voilà. Si je fais Escape, ça va valider donc les éléments que je viens de placer. Et si je refais Escape, ça va les désélectionner. Parce qu'ici, on voit qu'ils sont tous en surbrillance rose. Si je fais Escape, ils ne sont plus roses, et donc ça veut dire qu'ils sont désélectionnés. Je peux faire apparaître donc les volumes de mes sections, parce qu'ici, on voit qu'elles sont toutes représentées de manière filaire. Je peux faire apparaître ces volumes, donc soit en faisant d'abord apparaître l'ombrage et le volume. Donc ici, on voit bien que mes sections, c'est des petites sections de 45 par 45. Si je désélectionne volume, autant pour moi, si je désélectionne ombrage, on voit que donc mes éléments sont bien des sections carrées de 45 par 45. Voilà. Une fois mes colonnes placées, je peux déjà leur fixer donc des appuis. Des appuis, plusieurs éléments, plusieurs possibilités pour mettre des appuis. Je retourne dans mon panneau structure et j'ai 3 boutons qui permettent de mettre des appuis, soit directement un bouton qui permet de mettre donc, des appuis glissants, donc des appuis à rouleau, soit un bouton qui permet directement de mettre un support rotulé, soit un appui générique. Ici, on va mettre des appuis rotulés partout. Et donc, pour ajouter des appuis à tous mes éléments, je sélectionne simplement les nœuds concernés. Donc ici, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Je peux à nouveau appuyer sur Escape pour valider et encore sur Escape pour les désélectionner. Et voilà, j'ai mes 4 appuis sur mes 4 colonnes. Là, cette structure, en l'état, elle est effectivement pas stable et donc je vais ajouter des poutres qui vont relier les têtes de mes colonnes. Pour ajouter les poutres, soit je clique sur l'élément poutre, mais donc à nouveau, je vais devoir lui fixer une longueur et une direction. Ici, étant donné que je veux mettre des poutres dans les deux directions, ça ne va pas être hyper pratique de pouvoir fixer qu'une direction à la fois. Donc je vais plutôt utiliser l'élément 1D qui lui me permet donc de définir des éléments entre deux nœuds. Donc si je clique dessus, je peux retrouver donc ici ma section 45 par 45 déjà définie et j'ai pas de longueur à définir. Donc je peux appuyer sur OK et je vais simplement sélectionner les nœuds entre lesquels je veux définir une poutre. Alors on voit ici qu'il me propose directement les nœuds. Je peux aussi par exemple aller chercher le point milieu, le point de base. Je peux aller utiliser des points supplémentaires en modifiant ici donc des éléments dans l'outil snapping, par exemple line divisions, en mettant 4. Et donc ici il va me proposer donc un point à 1 quart, point milieu qui est ici le point 1 demi, le point à 3 quarts, enfin 1 quart, 3 quarts, etc., etc. Vous comprenez le principe. Je vais finir ma structure. Hop là. J'appuie sur Escape pour valider et Escape pour désélectionner. Alors, je peux représenter la structure. Et voilà, on a un joli portique qui, pour l'instant, n'est pas contreventé, donc il n'est pas triangulé du tout. Et donc, voilà. Il faut savoir que SIA, lorsqu'on définit deux éléments connectés en un point, va par défaut encastrer donc, tous les éléments qui arrivent au même point. Donc ici, donc cette barre-ci, cette barre-ci, cette barre-ci sont encastrées les unes dans les autres. Donc ce n'est pas une rotule à cet endroit-là. Si je voulais placer une rotule à cet endroit-ci, je devrais définir donc une rotule sur une barre. Plusieurs moyens de le faire à nouveau. Ceci, donc rotule sur élément 1D, rotule au début d'une poutre, rotule à la fin d'une poutre et rotule aux deux extrémités, permet de me définir des rotules aux extrémités donc, des éléments. À nouveau, donc ici, donc dans ce panneau-ci, dès que j'ai sélectionné rotule, je vais resélectionner. Dès que je sélectionne rotule, on voit que donc tous les déplacements sont customisables, donc les translations et les rotations. Donc ça me permet donc de faire des rotules vraiment très spécifiques à ce que je veux modéliser. Et donc vraiment représenter le comportement de ma structure. Dans ce cas-ci, je ne vais pas mettre de rotule pour l'instant. Voilà. Ma structure est modélisée et donc maintenant je vais pouvoir lui ajouter des charges. Ces charges, elles vont être donc
comprises dans différents cas de charges qu'on va pouvoir assembler en combinaison. Avant d'ajouter mes charges, je dois définir les cas de charges dans lesquels je vais les ajouter. Donc je vais aller ici donc pour la première fois dans ma roue en bas à gauche, appuyer sur le bouton Loads, qui est donc une espèce de dalle avec des petites flèches bleues dessus, et aller donc dans Load Cases, cas de charge. Si je clique dessus, un panneau va apparaître, et donc un premier cas de charge automatique est déjà défini, qui est le cas de charge de poids propre, qui est calculé automatiquement par SIA, à l'aide donc des masses volumiques des éléments ici. Donc le matériau a quand même beaucoup d'importance sur le modèle. On va ici définir donc des nouveaux cas de charge variables. Donc faisons d'abord un premier. On peut le définir en mettant par exemple vertical. On va dire qu'il va comprendre des charges verticales. Il s'agit d'un cas de charge avec donc des charges variables. Et pour ce qui se passe en dessous, pour l'instant, ce n'est pas important. On va faire un deuxième cas de charge en plus, qu'on va appeler horizontal. Et donc c'est aussi un cas de charge variable, et en dessous, on ne bouge à rien non plus. Maintenant, j'ai trois cas de charge, donc à savoir mon poids propre, le cas de charge avec les charges verticales et les charges horizontales. Je peux fermer ce panneau. Et ajouter donc des charges à ces cas de charge. Ces cas de charge, on peut naviguer à travers, ici grâce au petit bouton en haut, qui permet d'aller du cas de charge 1, 2 à 3. Voilà. Et on peut retrouver tout de suite nos cas de charge en faisant ici Manage Load Cases, plutôt que d'appuyer sur le bouton ici en bas. Alors, je vais ajouter d'abord des charges dans mon cas de charge 2. Donc il faut bien sélectionner ici en haut. Pour ajouter des charges, je vais aller dans mon panneau. Je ne vais plus aller dans l'onglet structure, mais dans l'onglet Loads, charge. Si je clique dessus, je vois une série de charges qui apparaissent. On peut ajouter donc des charges réparties, des moments, ou des charges ponctuelles, que ce soit sur des nœuds ou les barres. Ici, on va ajouter des charges ponctuelles sur nœuds. Donc je clique sur Point Load in Node. Je clique dessus, et donc on me propose plusieurs choses. Déjà de modifier la direction de la charge, selon X, Y ou Z. Si on est dans le référentiel global, donc le GCS. Si on est dans le référentiel local, c'est aussi X, Y, Z. Mais attention que par exemple, le X de cette barre-ci, localement, n'est pas ici la direction rouge, mais sa direction axiale, comme on peut le voir ici sur le schéma. Le X local est bien dans la direction axiale de la poutre. Et on va travailler en système global, donc GCS. Et donc mes charges verticales, vu que je suis dans mon cas de charge 2, elles vont être dans la direction Z et vont bien être négatives puisqu'elles vont aller vers le bas. Elles vont toutes faire 2 kN. Donc je peux appuyer sur OK. Donc bien des charges dans la direction Z, moins 2 kN. Système global, je peux appuyer sur OK. Et ajouter mes charges à tous les nœuds concernés. Alors je peux les sélectionner un par un, node 8, node 2 ici. Ou alors je peux juste mettre mon modèle dans une position qui me permet de sélectionner les 4 d'un coup. Hop, et voilà, j'ai mes 4 charges qui se sont ajoutées. Je peux appuyer sur Escape pour valider et Escape pour les désélectionner. Voilà mes charges verticales ajoutées dans mon cas de charge 2. Maintenant, je vais ajouter dans mon cas de charge 3, horizontale, des charges horizontales. Point Load in Node, je retrouve donc mon fameux panneau et je vais mettre des charges dans la direction X. Alors, direction X, je veux que mes charges soient positives, donc je vais retirer ce moins-ci et je vais mettre 1 kN. Donc j'ai des charges dans la direction X, 1 kN. Alors j'en ai pas parlé, type de charge, on peut avoir des charges de force, de vent ou de neige. Ici on va mettre que des charges de force. J'appuie sur OK et je sélectionne mes deux nœuds d'extrémité. J'appuie sur Escape pour valider, Escape pour désélectionner. Et donc voilà, j'ai mes deux cas de charge qui sont remplis avec mes deux charges différentes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, d'ici de ces boutons qui permettent de faire apparaître ou disparaître des éléments. Par exemple, je peux faire apparaître ou disparaître mes charges de l'interface. Elles sont toujours bien appliquées, elles sont juste pas visibles. Pareil pour les supports, j'ai toujours bien des supports, mais je peux les faire apparaître ou disparaître. Maintenant que mes cas de charge sont faits et sont remplis de charges, ce que je peux faire, c'est créer donc des combinaisons de charges. Et donc je vais retourner donc dans ici la barrette du bouton Load et je vais appuyer sur Combinaison, Je clique dessus, encore un panneau apparaît, deux combinaisons sont
prédéfinies à l'intérieur. Je peux en créer des nouvelles à nouveau. On va créer une combinaison à l'état limite de service. Sélectionner que c'est un type linéaire de service. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici de tout ça. Partez du principe que linéaire de service, c'est le plus général que vous pouvez faire. Et je vais mettre donc toutes mes charges dedans ou pas. Donc list of loads, donc ça c'est toutes les charges, les cas de charges qui sont à ma disposition. Et donc ça c'est le contenu de ma combinaison. Donc je vais tout mettre. OK. Et je vais en créer une deuxième, mais qui ne s'appelle pas ELS, mais ULS. Donc état limite ultime. Et donc, au lieu de mettre linear serviceability, je vais mettre linear ultimate. J'appuie sur OK. La différence entre mes deux charges ici, c'est qu'il y en a une pour laquelle je vais ajouter donc des coefficients pondérateurs sur mes charges. Alors, si on se base sur l'Eurocode, le poids propre, on lui ajoute un coefficient de 1,35 et les charges variables, c'est 1,5. Et donc voilà, mes deux combinaisons de charges sont définies, donc je peux quitter ce panneau. Et voilà. Si vous souhaitez modifier rapidement la valeur d'une charge, vous pouvez donc, soit dans le cas de charge 2, soit dans le cas de charge 3, comme expliqué, ici je vais rester dans le 2, sélectionner donc une charge et aller travailler donc dans le panneau ici qui est à gauche. Alors j'ai sélectionné ma charge, il me le montre, et il montre aussi les éléments qui sont en relation avec cette charge, donc à savoir le nœud sur lequel elle est appliquée et la charge en elle-même. Et il me fait ici un résumé de ce qui se passe. Et je vois donc que ma charge, c'est bien d'une charge dans la direction Z type force, d'une valeur de moins 2 kN, mais je pourrais la changer et dire qu'elle fait moins 10 kN, et ça me changerait donc ma charge directement. C'est exactement la même chose pour, donc, par exemple, mes appuis. Si je clique sur cet appui, il va me représenter mon appui, me mettre qu'il y a un nœud en lien, me donner les coordonnées du nœud si je clique dessus, et me donner donc les caractéristiques de cet appui, à savoir qu'il est rotulé, mais je pourrais modifier ici ces caractéristiques de manière donc soit hyper spécifique, soit en translation, soit en rotation, soit lui dire que ce n'est plus un appui rotulé, mais que c'est bien un appui, par exemple, à rouleau, ou un appui encastré. Je vais le laisser pour l'instant rotulé. Alors, maintenant que notre structure est modélisée et que les charges sont appliquées dessus, on va pouvoir la calculer. Alors pour la calculer, je vais appuyer donc sur le bouton central dans ma roue ici en bas à gauche, Calculate, j'appuie, et on voit que donc par défaut, Linear Analysis est sélectionné. Donc je vais pouvoir lancer mon analyse linéaire. J'envoie, ça calcule, ça peut prendre une minute en fonction du type de calcul que vous lancez. Et donc ici, il y a plusieurs choses qu'on doit regarder. Déjà, il nous dit que la génération du maillage est bonne, que le calcul sur les cas de charge statique sont OK et que l'analyse linéaire est OK. Mais il nous met un point d'exclamation et nous dit que donc les résultats sont plus grands que la limite maximale fixée. Et effectivement, on voit qu'on a des translations qui peuvent aller jusqu'à 1111 mm, ce qui est très grand. Néanmoins, il nous dit que tout est OK, donc je vais quand même accepter mes résultats. Cette information ici n'est pas tellement surprenante puisque ici notre portique n'est pas du tout triangulé ni contreventé. Et il a très peu de raideur, donc on peut supposer des très grands déplacements. J'appuie sur OK et je vais pouvoir aller analyser mes résultats. Donc j'appuie sur Results. Donc une barrette apparaît ici. Et donc une barrette apparaît ici et je peux visualiser différents types de résultats. Des déplacements au nœud, des déformations 3D, des contraintes 3D, des réactions d'appui, des efforts internes, des contraintes dans les aimants 1D, etc., etc., etc. Ici, je vais d'abord visualiser donc mes efforts internes, 1D Internal Forces. Je clique dessus, et donc ici, j'ai un panneau qui va apparaître sur le côté gauche. Plusieurs choses à savoir sur ce panneau. Déjà, on peut se représenter, donc on peut représenter les efforts de notre structure pour nos cas de charge indépendamment, ou alors pour les combinaisons qu'on a créées. On va commencer avec les cas de charge classiques. Disons mon cas de charge vertical. On peut représenter plusieurs choses. Et donc ici, je veux qu'il me donne la valeur maximale pour toute la structure, donc globale. Et je veux représenter quel effort, donc soit l'axial, soit les efforts tranchants, soit les moments, etc.
ici, donc, je peux représenter mon effort axial. Par exemple, si je mets refresh en bas, il me représente mes efforts. Alors, je vais supprimer ça ici. Il me représente donc mes efforts en rouge compression, en bleu traction. Si je visualise les charges associées, donc je suis bien en load cases 2, load cases 2, mes charges, on voit bien que donc j'ai juste 2 kN de compression dans mes colonnes. Je peux faire la même chose donc pour ma charge horizontale. J'applique et donc on voit qu'ici, donc pour mes deux charges horizontales, j'ai de la traction qui apparaît dans ces deux pieds, de la compression dans ceci et de la compression dans mes membrures là. On voit que je n'ai aucune charge a priori dans ces deux-ci. Si je voulais avoir des informations sur la compression dans mes poutres ici, je pourrais changer ici le global en member ou en cross-section, peu importe, member. Et donc je refresh et donc là il va me donner la valeur de compression et de tension pour tous mes éléments. Donc ici j'ai 0,5 kN de compression. Si jamais la représentation des résultats devient un peu chargée, je peux sélectionner uniquement les poutres ou les colonnes qui m'intéressent. Donc ici on voit elles sont sélectionnées en rose. Changer le type de les sélections de tout, donc all à juste courante. Réappuyer sur refresh et il va me montrer que les charges qui m'intéressent. Alors même principe pour les combinaisons de charges, je peux montrer pour faire l'exemple. Disons ULS. Pour tout, on va faire en global, ce sera un peu plus. Voilà, avec all, je refresh et j'ai tout qui apparaît. Mais donc voilà. Est-ce que c'est logique? Avec mes charges horizontales, j'avais de la traction qui apparaissait ici et de la compression là. Maintenant que j'ai et la traction et la compression, puisque je suis en combinaison, et bien ici la traction se transforme en compression, puisque j'avais plus de compression que de traction. Et ici la compression est augmentée. Le modèle semble logique et fonctionner correctement. Toujours rester très critique par rapport aux résultats que le logiciel va donner, évaluer et l'ordre de grandeur, voir si ça correspond à ce qui est attendu, et vérifier si les résultats sont logiques, comme on vient de faire avec la traction et la compression dans nos colonnes. Ça, c'était pour les efforts internes. Maintenant, je peux visualiser, disons, les déformations 3D. Si vous voulez une valeur plus spécifique, donc le déplacement d'un nœud ou des choses comme ça, je vous conseille plutôt d'aller vers Nodal Displacement, qui permet donc de visualiser le déplacement UX, UY ou la rotation ou U total au nœud. Ici, parce que c'est plus visuel, on va faire les déformations 3D. Même principe, donc je vais directement aller aux combinaisons. Je vais faire combinaison ELS cette fois-ci. Je vais rafraîchir. Et donc on voit que mon portique, effectivement, se déforme de manière logique. Il est comprimé et poussé dans ce sens-ci, donc la déformée est logique. Et se déforme énormément, de 1111 mm, comme on en a discuté juste avant. Ce qui est logique, puisque il n'est pas du tout contreventé, donc il n'a aucune raideur. On peut aussi se poser la question de est-ce que la déformée est logique? Alors, ici, normalement, on a bien une rotule, puisque c'est un appui rotulé. On voit que la membrure, elle n'est pas contrainte, donc elle ne fait pas une espèce de S comme ça. Elle peut vraiment partir et avoir une rotation. Mais ici, pas. Ici, c'est encastré, donc la membrure est beaucoup plus contrainte. Si on avait une rotule en haut et en bas, on aurait donc une membrure droite ici. Pareil pour les poutres, on voit ici, donc ça fait un espèce de S. C'est bien la preuve qu'elle est encastrée à la base et à l'arrivée. Alors, ça c'est pour interpréter les résultats. Enfin, ça c'est pour les résultats. Ici, on voit que donc notre portique, il manque vraiment fort de raideur. Donc, ce qu'on va faire, c'est modifier un peu le portique et le trianguler. Pour rigidifier notre portique, on va ajouter des câbles. On va donc ici ajouter donc une croix ici sur cette face-ci et une croix sur la face en face. Pour ce faire, on va devoir donc d'abord créer notre section câble qui n'est pas encore créée. Si je retourne donc dans mon panneau de cross-section, on voit que donc je n'ai que les deux sections prédéfinies par SIA et la section que j'ai créée. Je vais créer une nouvelle section. C'est le même principe que tout à l'heure, que je vais aller un peu plus vite, sauf qu'à la nuance près, c'est que ici le câble, c'est pas une section en bois, mais c'est une section en acier plutôt fine. Donc on va aller dans Thin Wall géométrique et prendre la section circulaire creuse. Donc je vais créer mon câble. Je vais lui donner un diamètre de 4 mm et je vais donc sélectionner un matériau d'acier. Alors ici, donc, il me propose plein d'aciers différents. Malheureusement, l'acier de câble n'est pas préenregistré dans SIA, donc il va falloir créer son propre matériau cette fois-ci. Donc j'appuie sur New,
il s'agit bien de steel et pas d'aluminium. Donc, new, je vais créer donc steel cable, et je devais modifier qu'une seule chose dans ce panneau, et bien c'est son module de Young. De l'acier, c'est 210 gigapascal. Un câble, c'est beaucoup plus flexible, donc on est plutôt de l'ordre de 170 gigapascal. Donc c'est 1.7. Et donc voilà. Je vais le laisser comme ça, j'appuie sur OK. J'ai mon nouveau matériau steel cable que je viens de créer. Je vais donner un diamètre de 4 mm. Je peux appuyer sur OK. Je vais fermer ce panneau. Et maintenant, j'ai ma nouvelle section de câble. Alors, je vais pouvoir ajouter des nouvelles membrures. Donc je vais retourner dans mon panneau ici et je vais aller dans structure. Structure, voilà. Et je vais ajouter donc un élément 1D. Ce sera beaucoup plus simple d'ajouter un élément 1D. En fait, c'est le seul moyen parce qu'un élément poutre, il est horizontal, un élément colonne, il est vertical. Moi ici, je veux un élément oblique, donc ce sera forcément un élément 1D. Je vais sélectionner donc ma section de câble, la nouvelle. Je peux appuyer sur OK. Et donc, soit je peux rentrer, donc, comme tout à l'heure, manuellement les deux coordonnées, donc les coordonnées de ces nœuds-ci et de ces nœuds-là. Mais c'est quand même moins pratique. Je peux juste, sinon, sélectionner mes nœuds et voilà, créer mes 4 câbles. J'ai appuyé sur Escape pour valider et Escape pour confirmer. Je vais visualiser les volumes. Effectivement, ça c'est des membrures carrées en bois et ça c'est des câbles plus fins. Si on zoome dessus, on voit bien que c'est un cylindre. Alors ici, SIA il va considérer donc ces câbles comme des cylindres très fins en acier et donc pas des câbles flexibles. Je vais quand même lancer le calcul pour voir si déjà ça en est fait. Alors ça prend encore une minute. Le calcul est fait et cette fois-ci, on n'a plus le point d'exclamation, on n'a plus le message ici pour nous dire qu'on a dépassé les limites fixées par SIA et on voit un déplacement qui est bien moindre avec toujours maillage, calcul et analyse linéaire. OK. J'appuie sur OK, je vais analyser mes résultats. Hop. Déformation 3D. Et donc si je vais dans déformation 3D, la même que tout à l'heure, en combinaison ELS, en visualisant U total, et bien ici, un petit souci. Pourquoi? Parce que il me dit que j'ai 211 mm de déformation et mon portique n'a pas l'air de se déformer parce qu'il est tout en bleu foncé. En réalité, ma déformation, elle est entièrement concentrée dans mes câbles. Si je zoome, et voilà, on voit qu'ici c'est plus rouge, ça va passer au rouge. Voilà, ici c'est rouge. Comment faire pour visualiser la déformation de mon portique? Parce que ici la raideur de mon câble est bonne, je l'ai modifiée, on se rappelle, à 170 gigapascal et plus 210. Donc comment je vais faire pour visualiser juste la déformation de mon portique, même si mon câble ici se comporte un peu bizarrement? Là, j'ai juste sélectionné donc, mon portique. Donc ce que je peux faire ici, c'est sélectionner tout. Hop, j'ai tout sélectionné, même les câbles, et je vais juste désélectionner en maintenant Shift les 4 câbles. Je change le type de sélection et je relance ici ça. Et donc voilà, on voit la déformée du portique, qui est déjà un petit peu plus logique. Je peux augmenter ou diminuer la déformée du portique. Voilà, donc on va la faire un peu moins pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Et donc voilà, ici on a 2 mm de déplacement, donc tout ceci semble plus ou moins logique. Voilà, les câbles ont bien joué leur rôle de raidisseur. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des efforts internes. Donc, j'ai été ici dans 1D Internal Forces. Je vais regarder donc ce qui se passe pour mes combinaisons à l'ELS. Je sélectionne tout. Type of selection, donc all, c'est ça que je viens de dire. Refresh. Et donc ici, on voit un souci majeur qui est que donc j'ai des câbles, ces deux-ci, celui-ci et celui-là, qui sont en compression. Un rack-câble ne peut pas rentrer en compression. Plusieurs manières de gérer ce souci. Première, c'est simplement donc de supprimer ces deux câbles. Parce qu'un câble qui va rentrer en compression va se détendre et donc ne va plus participer à la raideur de la structure et ne va plus reprendre d'effort. Donc je peux le supprimer. Delete, OK. En tout cas pour ce cas de charge-là. Je peux relancer le calcul parce que ici, j'ai modifié quelque chose dans ma structure. Avant de relancer le calcul, j'ai oublié de le mentionner auparavant, mais on va
on peut faire ce qu'on appelle fréquemment un check structure qui va vérifier que notre structure, on va dire, est cohérente et saine, qu'il n'y a pas des doublons de nœuds, etc., et que toutes les barres sont bien connectées. Donc si j'appuie sur check, il va me dire que tout va bien, comme attendu. Une fois que le check structure est fait, je peux relancer le calcul avec mes 2 câbles en moins. Je relance mon calcul. On voit que donc ça se déplace un peu plus, c'est normal. J'ai enlevé 2 câbles qui participaient à la raideur de la structure, mais qui travaillaient en compression, donc qui n'étaient pas bons. Si je reviens donc aux efforts internes, je revisualise, effectivement, donc maintenant, je n'ai plus donc mes 2 câbles qui travaillent en compression. Mes 2 câbles ici travaillent bien en traction, et tout le reste a l'air d'être sain. Encore une chose qu'on peut faire donc pour améliorer son modèle et aller plus loin, et c'est le faire sur les câbles. Alors attention, vous pourrez aussi le faire sur les barres, c'est exactement la même idée, le même principe, et ça dépend toujours de vos assemblages. Pourquoi? Ici, je vais parler donc de rotule. Donc si je retourne dans mes panneaux, là ici structure par exemple, structure, voilà, je vais pouvoir placer des rotules sur mes éléments. Donc je les ai déjà mentionnés peut-être. Pourquoi est-ce que je veux placer des rotules? Parce qu'un câble, en réalité, on ne sait pas l'encastrer, que ce soit au support, sur une barre, c'est pas encastrable, ça ne s'est pas transféré du moment d'un élément à l'autre. Donc je vais devoir placer des rotules sur mes 2 câbles. Ici, donc, je vais pouvoir directement sélectionner rotule aux 2 extrémités de mes câbles. Je vais sélectionner donc mes 2 câbles, voilà. Rotule sur les 2 extrémités de mes câbles, je clique, et il m'a placé des rotules. Alors, je peux faire échappe pour confirmer et désélectionner. Si je sélectionne une rotule, disons celle-ci, j'ai donc ces caractéristiques qui apparaissent dans le panneau à droite, et je vois donc qu'elle est bloquée dans les 3 directions de translation, rigide donc dans la rotation X et libre dans la rotation Y et Z. Attention ici, c'est des minuscules, donc c'est phi X, phi Y, phi Z. Ça veut dire que c'est dans le système de coordonnées local à la poutre. Et on voit que donc phi X, c'est la rotation selon son axe, selon l'axe de l'élément, Y perpendiculaire et Z perpendiculaire encore. Donc ici, ça fait sens. Ça veut dire que la poutre, enfin le câble ici ne peut pas tourner sur lui-même, ne peut pas donc en torsion, mais peut donc partir un peu comme ça et partir un peu comme ça. Ceci étant fait, je peux donc relancer mon calcul. Enfin, je peux donc d'abord revérifier ma structure, puisque j'ai modifié le modèle. Je check, tout va bien. Je peux relancer le calcul de ma structure. J'ai toujours mes 3 cas de charge, analyse linéaire, je lance. Alors ça peut prendre 1 minute. Alors, il me dit attention, déplacement maximaux atteints. Ça me semble bizarre parce que de toute façon... Ah oui, in to web. Ah oui, non. Donc c'est en rotation ici qui me dit ça, mais voilà, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que de toute façon, le maillage est bien généré, pas de problème dans le calcul statique et linéaire. Je mets OK. Et là, ici, je vais pouvoir regarder mes déformations. Mettre All, Refresh. Voilà. Et donc, on voit qu'ici, donc, mes câbles se déforment de manière beaucoup plus logique, avec une jolie courbe. Ils se détendent un petit peu parce que, évidemment, on va voilà. Mais ils ont une déformation qui est beaucoup plus logique. Donc voilà. Ça, c'était pour la première méthode de comment gérer des câbles en compression. Je vais parler maintenant donc de la seconde méthode. Et pour ce faire, je vais rajouter donc mes 2 câbles que j'ai ici supprimés, qui étaient donc dans ce sens. Tac, 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 tac. Je peux appuyer sur échappe pour valider. Et tant que je les ai sélectionnés ici, je peux leur ajouter les rotules comme aux 2 autres. Quitter. Voilà. Alors, ces câbles ici, comme je l'ai dit, SIA il les considère comme donc des éléments en acier très fins, mais susceptibles de reprendre de la compression. Il est possible donc de faire un calcul non linéaire, disant à SIA que ces éléments, la câble, ne peut reprendre que de la tension. Pour ce faire, donc je vais aller devoir modifier mes paramètres de projet, donc en Project Settings, paramètres de projet, je clique dessus, et donc ici, hop, on se souvient, j'avais pris mes matériaux, donc de l'acier et du bois. J'ai sélectionné 2, acier et bois. Coordonnées générales X, Y, Z.
Eurocode et annexe nationale belge. Mais je vais aller donc dans fonctionnalité, ici maintenant, en haut, cliquer, et cliquer donc sur non-linéarité. Alors ici, déjà sélectionné, c'est parfait. Et donc, non-linéarité, je vais pouvoir aller vérifier que donc j'ai bien marqué BIM local non-linéarité, donc imperfection non-linéarité locale. Je peux également noter, mettre imperfection initiale, et le reste me semble bon. Ici, je ne vais pas cocher, je peux cocher câble, mais je vous expliquerai pourquoi on ne va pas les utiliser. Maintenant que ça c'est fait, je peux appuyer sur OK. Et je vais devoir aller donc lancer mon calcul pour voir si maintenant mes non-linéarités sont possibles. Si j'appuie sur calculer, je vois qu'il n'y a que l'analyse linéaire qui se propose et rien d'autre. Pour faire apparaître analyse non linéaire, je vais devoir aller définir donc des cas de charge non linéaire et ajouter des non-linéarités sur mes câbles. Alors, je vais d'abord ajouter mes non-linéarités sur les câbles. Comment je fais? Je vais donc dans mon panneau d'entrée, comme d'habitude, structure, et les non-linéarités sont ici. Non-linéarité sur élément 1D. Si j'appuie dessus, je peux faire dérouler et je peux faire apparaître plusieurs types de non-linéarités. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est donc tension only, c'est-à-dire que le câble va ne travailler qu'en tension. Il y a également donc la non-linéarité cable qui existe, mais donc cette non-linéarité, elle demande d'ajouter et le poids propre du câble et de la précontrainte, etc. Donc ça, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué à évaluer également. Donc on va rester donc dans tension uniquement. Surtout que la plupart des câbles en général sur ce genre de structure sont utilisés juste pour contreventer et donc ils vont pas forcément être précontraints. Donc tension only, j'appuie sur OK. Et là je vais pouvoir sélectionner mes 4 câbles. Hop, 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 je les sélectionne. Et il y a donc cette espèce de double flèche qui est apparue sur tous mes câbles et qui dit en fait que c'est bien une non-linéarité. Si je clique dessus, on voit bien tension only. Voilà. Maintenant que mes câbles ont des non-linéarités, je vais pouvoir définir des cas de charge non linéaires. Alors, si je fais... non, pas des cas de charge, pardon. Des combinaisons non linéaires. Donc j'avais fait des combinaisons tout à l'heure qui sont linéaires. Maintenant, je vais faire des non linéaires. On a d'autres choses ici plus tard. Ça, on ne va pas en parler aujourd'hui, ce sera pour une autre formation. Combinaison donc non linéaire. Si je clique dessus, j'ai ce panneau qui arrive. Et je peux créer donc ma première combinaison non linéaire, disons de service. J'ajoute tout dedans. J'appuie sur OK. Et voilà. J'ai tout dedans. On ne va pas mettre d'imperfection initiale, etc. pour l'instant. Je peux fermer. Donc maintenant que mes câbles ont leur non-linéarité, je vais pouvoir aller faire mon calcul non linéaire. Alors je vois bien que maintenant il est apparu, une combinaison non linéaire, 4 charge 3. Mais avant de lancer le calcul, je vais aller un petit peu dans Advanced Solver Settings. Je vais descendre un petit peu. Et donc je vais bien faire attention à désactiver Initial Stress, parce que souvent il nous fait des erreurs lorsqu'il est activé, on n'en a pas besoin pour l'instant, vu qu'on ne travaille pas avec des câbles et qu'il n'y a pas de précontraint. Et donc dans non-linéarité, je vais choisir un solver, ça n'a pas beaucoup d'importance, et je vais choisir donc le nombre d'incréments que je veux faire et le nombre d'itérations. Alors en fonction donc, de ce que vous mettez en place et de ce que vous voulez calculer, il va peut-être falloir modifier ce nombre d'incréments et ce nombre d'itérations pour arriver à convergence, parce que parfois les paramètres par défaut ne sont pas suffisants. Moi ici j'ai mis 2 incréments, 50 itérations. Je lance mon calcul. Alors ça peut prendre un petit peu plus de temps que la dernière fois. Il va converger tranquillement là. Et donc voilà. Il a réussi à faire son analyse. Il me dit que l'analyse linéaire est OK, les deux autres sont OK, que mon analyse non linéaire est OK aussi. Donc a priori, tout va bien. Il met toujours qu'il y a un point d'attention parce qu'on a des rotations qui sont un peu grandes pour les câbles. C'est normal, on a mis des rotules. Je peux accepter les résultats. Et puis donc maintenant, je peux aller voir ce qui se passe pour mes efforts internes, par exemple. Disons que je choisis donc d'analyser maintenant combinaison ni linéaire. On va voir ce que ça donne un peu. ELS. Je peux fermer mon panneau pour que ce soit un peu plus clair. En combinaison linéaire, il me met toujours que j'ai 2 câbles qui travaillent en compression. C'est logique. Si par contre je mets que je veux étudier la combinaison non linéaire, en principe, maintenant ces 2 câbles qui ont des non-linéarités devraient ne plus reprendre de compression. Si je mets refresh, effectivement, la compression disparaît, il n'y a plus que ces deux-ci qui travaillent en tension.
Donc, toujours bien faire attention à ce que vous représentez et bien comprendre ce que vous représentez. Ça, c'est la deuxième méthode pour gérer des câbles en compression. Alors, ceci conclut cette petite introduction au logiciel CN Engineering. Vous avez appris donc à modéliser votre structure, y ajouter donc des éléments particuliers comme des rotules ou des non-linéarités, et vous avez appris à calculer donc les efforts internes, leur déformation 3D, et par extension tout le reste des possibilités, donc les contraintes et les déplacements en nœud, etc. Si vous avez des questions, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Merci.